Esker vous présente Inside Esker. Meet the experience in your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esker recrute une centaine de collaborateurs. Bienvenue dans Inside Esker, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Spécialiste de la digitalisation du cycle Order to Cash pour la partie client et du cycle Procure to Pay côté fournisseur, Esker est devenu un leader mondial des solutions de dématérialisation. Le groupe compte aujourd'hui plus de 1400 clients SaaS et 600 000 utilisateurs dans le monde entier. Alors quel défi technique a dû relever Esker pour devenir une scale-up internationale? Et au moment où nous parlons, quels sont ces challenges techniques actuels pour fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux marchés? On va y répondre dans ce nouvel épisode avec à mes côtés 3 nouveaux collaborateurs. Et à tour de rôle, ils vont se présenter et nous dire quel poste ils occupent actuellement. Et on débute avec Jean-Jacques. Bonjour, je suis Jean-Jacques Bérard. J'occupe actuellement le poste de directeur de la R&D. J'ai rejoint le groupe Esker en 1995. On enchaîne avec Cédric. Bonjour, donc Cédric, je suis product owner donc dans des équipes Common Services, donc au sein du département R&D, et j'ai rejoint Esker en tant qu'ingénieur développement en 2005. Et puis on a Kevin. Bonjour, je m'appelle Kevin Latour. Comme Cédric, j'occupe le poste de product owner au sein du service de recherche et développement. Et pour ma part, j'ai rejoint Esker en 2003. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur qui vous êtes tous les 3, on va évoquer rapidement vos parcours à chacun avant d'occuper les postes qui sont les vôtres aujourd'hui. Jean-Jacques, une fois diplômé de l'INSA Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, que s'est-il passé pour toi? Eh bien, je suis rentré chez Andersen Consulting à Lyon, où je suis devenu manager d'une équipe R&D en charge de logiciels d'impression pour les banques et les assurances, pour faire les relevés de compte. 6 ans plus tard, j'ai rejoint Esker où j'encadre la R&D depuis maintenant 25 ans. Et toujours à l'INSA, mais cette fois du côté de Rouen. Kevin, toi, tu es sorti diplômé de cette école. Comment est-ce que tu as évolué par la suite? Alors avant d'arriver chez Esker, j'ai travaillé en tant que développeur pour une société de services sur Paris, puis pour une entreprise dans le domaine des simulateurs de vol. Puis après, chez Esker, je suis passé par plusieurs équipes. J'ai d'abord commencé dans l'équipe de test, puis ensuite dans l'équipe d'exploitation, notre plateforme cloud, dès sa création, pour enfin changer pour mon poste actuel, product owner. Cédric, de ton côté, alors toi, tu es sorti ingénieur de l'école centrale de Marseille. Quel a été aussi, même question, ton parcours par la suite? Eh ben, j'ai commencé au sein d'une société de services. Donc, je travaillais sur des logiciels de calcul scientifique pour le CEA ou pour Dassault Aviation. Et puis après, j'ai travaillé chez Naval Group pendant 2 ans. Pareil, à travailler sur des logiciels pour simuler des équipements matériels. Et enfin, j'ai rejoint en 2005 Esker lorsque je cherchais du travail sur Lyon. Et tu as évolué depuis. Et voilà, oui. Donc j'ai commencé comme ingénieur développement logiciel de 2005 à 2012. Après, lorsqu'on est passé à l'agilité, le poste de Scrum Master m'intéressait. Et puis en 2014, je suis devenu product owner dans l'équipe Common Services. Et on en reparlera tout à l'heure. Jean-Jacques, toi, en tant que directeur de la R&D chez Esker, quelles sont finalement tes missions? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment est organisé le département recherche et développement dans le groupe? Alors, je voulais m'attarder sur 3 mutations principales, puisque en fait, j'ai dû accompagner ce service depuis 25 ans sur 3 thèmes importants, je dirais. Donc, le premier, c'était le passage de l'émulation de terminal à la gestion de documents métiers. Donc, en fait, on a changé complètement de métier. La R&D complètement. On vendait des logiciels qui s'installaient sur des PC et puis on est passé sur des serveurs. Vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ça, c'était la période 98-2004. Il a fallu tout réinventer. Ensuite, on était toujours en mode licence et donc on s'est réinventé une seconde fois parce qu'on est passé dans le cloud. Plutôt que d'installer des serveurs chez les clients, il fallait avoir une solution centralisée, les clients qui l'utilisent à distance. Et puis, en 2010, une bascule complète en mode d'organisation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce qu'on appelle des cycles en V, il y a des développements, enfin des spécifications, des développements, des tests, et puis on met en production une fois par an. Il y a une version par an à peu près. On est passé à l'agilité avec des cycles extrêmement plus courts, de l'ordre de 2 semaines pour mettre en production une nouvelle version, ce qui était facilité avec le cloud, puisqu'il fallait
sur nos serveurs à nous, mettre à jour. C'était beaucoup plus simple que chez les clients. Donc voilà, ça c'était la troisième étape et il a fallu accompagner toute cette R&D vers ce changement d'organisation. Donc pour revenir à l'organisation actuelle, on a à peu près 7 équipes. 4 équipes fonctionnelles qui font des produits utilisés par les clients et puis 3 équipes qu'on appelle Common Services et qui, elles, vont se consacrer, on va dire, aux composants d'architecture de la solution, donc base de données, web serveur. Et principal objectif pour eux, c'est que ces Common Services fonctionnent 24/7 avec un niveau de performance constant. Alors, responsable maintenant de la définition et de la conception d'un produit ou d'un service digital, Cédric et Kevin, en quoi finalement consiste aussi le job de Product Owner au sein des équipes Common Services chez Esker et quels sont finalement aussi tout simplement vos objectifs? Alors, les objectifs déjà dans la mission, c'est ce que disait Jean-Jacques. Chaque équipe a une mission principale, par exemple dans les équipes Common Services, c'est de travailler sur avoir un niveau de performance satisfaisant pour nos clients, que la plateforme soit toujours disponible et qu'il n'y ait pas d'incident pour les clients, qu'ils puissent utiliser nos solutions facilement. Et donc après, notre travail, c'est d'identifier quels sont les sujets les plus importants qui vont aider à accomplir ces objectifs et découper finement avec l'aide des équipes le sujet en stories, on appelle ça des stories, qui ont un objectif bien identifié et qui permettent d'apporter de la valeur en 15 jours, c'est-à-dire être capable d'avoir quelque chose qui apporte un bénéfice pour nos clients dans un cycle de développement de 15 jours. Je pense qu'il y a une autre partie aussi de notre travail qui est donc le suivi de ce qui se passe en production, qui nous permet d'identifier aussi quels sont les éléments sur lesquels il faut qu'on travaille pour assurer une performance égale sur notre produit. Donc ça veut dire être présent en cas bien sûr de problème, être là aussi pour discuter avec le support, pour identifier les problèmes et puis les aider à les résoudre pour les clients. Et puis discuter avec toutes les autres équipes d'Esker. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors vous êtes tous les trois en tout cas au sein d'équipes agiles. Les collaborateurs, finalement, ils évoluent dans quel environnement ? Voilà. Alors l'environnement, c'est un environnement de type Scrum avec une équipe est composée donc d'un product owner. Cédric et Kevin en sont 2 bels exemples qui vont s'occuper du backlog. Et puis on a un Scrum Master qui est là comme une espèce de coach pour mettre du liant, pour identifier qu'est-ce qui freine l'équipe, ainsi de suite. Et bien sûr des développeurs qui sont là pour vraiment produire le code, qui s'occupent en fait du comment. Le product owner s'occupe du quoi et l'équipe a la liberté complète, elle est auto-organisée pour réaliser le comment. Comment on va développer cette chose. Par exemple, pour chiffrer le temps que va prendre une story, c'est l'équipe qui dit. Et le product owner, parfois, doit manger son chapeau parce qu'il est un peu triste. Il voudrait vraiment que son histoire elle soit développée. Et puis, on lui dit c'est très cher et donc il va négocier. Voilà. À tous les trois, finalement, qui sont vos interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe ? En interne, moi, en tant que directeur de la R&D, je travaille beaucoup avec les Scrum Masters et avec les Product Owners. Au-delà de la R&D, on a comme interlocuteur les consultants qui nous expliquent ce qui se passe sur le terrain et les besoins. On a aussi le Product Management qui va nous remonter une vision, la concurrence, enfin en tout cas beaucoup d'éléments marché. Et puis je travaille aussi avec le comité de direction pour définir les axes stratégiques. Mais je vais laisser la parole au Product Owner. Voilà. Alors nous, on va travailler avec également les autres équipes R&D, en général pour échanger sur des stories qui peuvent être communes, se mettre d'accord sur des sujets partagés. On va travailler également beaucoup avec le support technique, qui va nous poser des questions par rapport à des points rencontrés par les clients, voir comment ça peut être amélioré. Donc voilà, surtout le suivi client. Et puis également avec les équipes de Customer Experience qui sont là également pour faciliter l'adoption de nos produits par nos clients. Kevin, c'est bon, il manque rien ? Non, c'est beaucoup plus rare, mais on accompagne aussi parfois en avant-vente pour amener en fait une vision plus technique quand les clients ont besoin en termes de sécurité, d'architecture. On peut être amené à accompagner nos avant-ventes. Jean-Jacques, tu souhaitais ajouter quelque chose ? Un petit point quand même, on parle beaucoup avec notre CISO. Le CISO, c'est celui qui est responsable de la sécurité. Une fois par mois, on a un meeting qui s'appelle l'ISO 27001 et où on revoit tous les points de sécurité, puisqu'en fait, le cloud,
c'est quelque chose de merveilleux, mais en même temps extrêmement dangereux, c'est-à-dire que toutes les données de nos clients sont au même endroit, donc c'est une cible potentielle et il faut absolument la sécuriser et avoir des niveaux de sécurité les plus élevés. Donc on est en forte interaction, notamment vous deux, vous deux product owners Common Services, pour avoir un niveau de sécurité hyper élevé. Quelles sont, si on en parle maintenant, les technologies utilisées pour maintenir et développer les solutions dématérialisées d'Esker? Déjà, on peut dire qu'on travaille dans un environnement Windows. C'est-à-dire que la stack technique, les composants sont développés dans un environnement Windows. Kevin? En termes techniques aussi, on utilise beaucoup tout ce qui est autour du DevOps. La famille DevOps, on a ADO, Azure DevOps, on utilise Terraform, Ansible, Chef. En fait, la stack technique qu'on utilise est assez large. Ça vient aussi de l'autonomie des équipes qui, justement, lorsqu'ils ont un besoin, vont identifier quel outil répond le mieux à ce besoin-là et l'amène dans notre écosystème. Et ensuite, pour compléter, pour tout ce qui est lié au stockage des données, on se repose aussi sur une base relationnelle qui s'appelle Postgre, sur aussi principalement une base NoSQL Elasticsearch, dans laquelle on réplique nos données pour avoir des performances élevées sur les requêtes effectuées par nos composants ou même indirectement par les utilisateurs. L'interface utilisateur est écrite en JavaScript et en C#, en fait la partie web. Les traitements lourds sont plutôt codés en C++, donc un langage fait pour les performances. Et sinon, alors Cédric en a parlé, PostgreSQL pour la base de données avec Elasticsearch. Enfin, une petite addition, on utilise des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, pour notre intelligence artificielle, qui aide à la reconnaissance de documents, au traitement des documents. Elle est basée sur TensorFlow, qui est le système de Google. Voilà. Le réseau de neurones, qu'est-ce qu'on entend par là? Les réseaux de neurones artificiels, ce sont donc des technologies modernes d'intelligence artificielle et qui permettent en fait d'entraîner un algorithme à un ensemble de tâches un peu complexes. Par exemple, dans une commande ou dans une facture, extrais-moi tous les champs pertinents, toutes les informations pertinentes, le nom du client, son numéro, son IBAN, ou enfin voilà, ce genre d'informations. Ou si c'est une commande, quels sont les articles commandés, en quelle quantité. C'est l'IA qui va le faire, en tout cas qui va pré-mâcher le boulot. Et puis la personne du back-office va valider si c'est pertinent ou pas. Et l'IA va pouvoir apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Voilà. Donc c'est ça les réseaux de neurones. En tout cas, chez Esker, l'usage qu'on en a. Kevin, tu parlais tout à l'heure des DevOps, on peut parler aussi de manière générale des développeurs, conçus pour les aider justement dans leur travail, mais aussi d'autres équipes tech chez Esker. Vous avez fait le choix d'un framework fait maison, appelé Flexible. Alors à quoi ça s'apparente et pourquoi ce choix surtout? Alors le pourquoi, à la base, ce framework-là, il est là pour nous permettre de développer plus rapidement des nouvelles applications. Nous, au sens large, c'est-à-dire que c'est pas que pour la R&D, c'est aussi pour nos consultants, pour qu'ils puissent adapter nos produits à nos clients, voire même des clients peuvent l'utiliser pour faire des modifications. Des partenaires, par exemple. On a de plus en plus de partenaires qui développent des applications dédiées à leurs besoins et qui utilisent notre framework. Puis ça nous permet également, donc, grâce à ce framework, de maîtriser l'usage par chacun de nos clients. Donc, comme on est une plateforme SaaS mutualisée, tous les clients se partagent les ressources. Ça nous permet également de développer un système de contrôle, de vérifier qu'un client ne prend pas trop de ressources et de faire des arbitrages et pour que chacun puisse utiliser sa solution avec les meilleures performances et la meilleure stabilité. Je vais juste rajouter un petit exemple pour comprendre pourquoi on appelle ça flexible. Quand on a souhaité automatiser les commandes, on a essayé de vendre notre système de reconnaissance de commandes et on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui faisaient dans les chaussures et puis d'autres qui faisaient dans les médicaments, les boîtes, les pilules, ainsi de suite. Et il était clair que l'interface utilisateur était différente. On n'achète pas des chaussures, il y a des lacets avec des couleurs. Enfin bon, on customise ces chaussures d'une manière différente de médicaments. Et pour ça, il fallait qu'on offre une flexibilité complète au niveau de l'interface des utilisateurs. Donc ce framework-là, il est pour répondre aussi à notre mission qui est d'automatiser des documents de nature très différente. Quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise qui y a recours. Comment est-ce que vous avez réussi à adapter l'infrastructure des solutions Esker? À la base, on va le rappeler, prévu pour traiter quelques millions de documents, pour en gérer aujourd'hui plusieurs milliards par an.
Alors déjà, on a ajouté beaucoup de moyens d'observer ce qui se passe sur notre plateforme, être capable de suivre ce qui se passe, identifier les composants qui pouvaient être source de ralentissement. Voilà, donc déjà, ça passait par rajouter énormément de données et avoir les moyens d'analyser ce qui se passe dans notre environnement de production. Et puis ensuite, l'objectif, c'est également de réussir à être capable d'ajouter sur un environnement. Donc on a plusieurs environnements en production. Lorsqu'on ajoute des serveurs, que l'ajout de ces serveurs permette vraiment de traiter plus de documents. Et donc ça a passé par plusieurs sujets. Un des premiers sujets, par exemple, sur lesquels j'ai travaillé en tant que product owner, c'était ce qu'on appelle le MSNEX, c'est-à-dire c'est l'identifiant de nos documents en base de données. Il y avait une limite à 2 milliards de documents, parce que comme l'avait rappelé Jean-Jacques dans l'historique, on n'avait jamais prévu que notre produit puisse traiter plus de 2 milliards de documents. Donc avec la contrainte que la plateforme soit toujours disponible, il fallait être capable de changer de modèle. Donc ça a nécessité beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour réussir à faire cette transformation et que l'on soit toujours capable de traiter de nouveaux documents. Donc voilà, ça c'était un des sujets. Et après un autre sujet également, c'est qu'on se reposait beaucoup donc, sur notre base de données relationnelle pour faire nos requêtes, pour récupérer les documents à traiter, même lorsque les utilisateurs ont besoin d'avoir, par exemple, la liste de leurs bons de commande à valider. Voilà, ça faisait des requêtes par nos moteurs de base de données. Et par rapport à notre usage flexible, où finalement 2 clients ne font pas le même type de requête, on atteignait des limites avec nos bases de données relationnelles. Et c'est là où on a bénéficié finalement de ce qui se passait aussi dans le monde extérieur avec Elasticsearch, qui est un projet open source et qui est capable d'ingérer un grand nombre de données et de répondre rapidement à n'importe quel type de requête, peu importe sa complexité. Et voilà, en ajoutant ce composant-là, ça nous a permis d'avoir des performances améliorées sur les temps-réponse de notre application web, mais également sur tous nos composants qui servent à traiter les documents, à savoir quels sont les documents à traiter, etc. Donc où finalement on avait également le même type d'enjeu en termes de temps-réponse. Kevin ? Donc là, ce que vient de décrire Cédric, c'est ce qu'on appelle le scaling, c'est-à-dire que c'est la croissance au sein d'un environnement. Et on a une autre corde à notre arc, c'est le scale-out. Donc c'est construire des nouveaux environnements. Donc c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans en Europe, où on avait déjà 2 environnements qui tournaient en France pour nos clients européens. Et vu la croissance importante qu'on avait, on en a construit un autre, par exemple à Amsterdam. Donc pour ça, on se repose sur l'infrastructure Azure, qui nous permet rapidement de pouvoir avoir une infrastructure, les serveurs, les services, et sur toute la couche DevOps pour faire du infra as code, construire rapidement l'infrastructure. Donc depuis, on en a créé en Asie, on en a créé en Australie, au Canada, et on continue régulièrement de créer des nouveaux environnements. Alors, s'adapter à une demande finalement toujours plus importante en conservant ces différentes fonctionnalités, c'est la scalabilité. Jean-Jacques, comment Esker finalement peut réussir à gérer dans le même temps sa scalabilité et de l'autre la performance de son infrastructure cloud ? Alors, au cœur de la pensée agile, il y a l'amélioration continue. Et notre solution, elle est conçue pour fonctionner en 24/7. Et donc, cette amélioration continue, elle est sur les équipes, mais elle est aussi sur la solution. Et donc, on va, par petits incréments, on va, par petites touches, améliorer la solution sans même qu'on s'en rende compte. Souvent, il faut qu'on regarde 1 an en arrière pour voir toutes les évolutions qui ont pu être apportées. Mais si on regarde de 15 jours en 15 jours, on ne s'en rend pas compte. Ça me fait penser à l'image du site web d'Amazon. Si vous le regardez il y a 10 ans, il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui et pourtant vous pensez que c'est le même. Voilà, et donc c'est ça, cette philosophie du petit incrément. Donc jamais de Big Bang, distiller de l'innovation au fil de l'eau par petits incréments. Si jamais il y a un problème, rollback et un minimum d'impact pour nos utilisateurs. Oui, alors tu parles de rollback, alors effectivement, amélioration continue, innovation. Comment est-ce qu'on réussit à faire tout ça finalement sans rien casser ? Alors il y a au cœur de ce système, puisqu'on met à jour tous les 15 jours, donc ça fait par an 26 fois, il y a une infrastructure de test automatique absolument nécessaire. On n'a plus de testeurs traditionnels qui vont tester manuellement, c'est juste pas possible. Donc nos développeurs qui détestent tester vont plutôt développer des outils de test et toutes les 2 heures et même toutes les nuits, il y a des dizaines de milliers de tests de non-régression qui se déroulent et qui permettent finalement à notre équipe de 150 développeurs tous les 15 jours de s'assurer que ce qui est mis en production est fonctionnel et ne va pas casser la moindre fonctionnalité de nos clients.
Alors, tu parles de développeurs, d'une équipe de 150 développeurs. Aujourd'hui, Esker continue son expansion et vous recrutez notamment des développeurs. Quel type de profil, justement, vous recherchez? Quel type de compétences vous recherchez chez ces futurs talents-là? Alors, en Common Services, ce qu'on recherche, c'est des développeurs avec une réelle appétence sur le suivi de la production. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien, qui est nécessaire pour accompagner justement notre croissance et l'amélioration. Et puis des profils DevOps pour tout ce qui est création des nouveaux environnements. Jean-Jacques, tu souhaitais rajouter quelque chose? Voilà. Je dirais en termes de qualité, puisqu'on parle d'agilité, l'ouverture au feedback. Puisqu'on travaille en équipe, il faut être capable de prendre le feedback. Il ne faut pas avoir peur des challenges techniques, il y en a plein. Quand on croît tous les ans de 25% en termes de volumétrie, en fait, les solutions techniques qu'on avait mises en œuvre l'année d'avant, qui passent plus. Il faut se remettre en cause tout le temps. Donc voilà, des gens qui sont OK avec ça. OK dans le cas où on dit un peu. C'est vraiment une composante essentielle. Après, il y a aussi une ouverture vers les technologies nouvelles, donc de ne pas avoir peur d'embrasser les nouvelles technos et les marier en fait avec notre infrastructure existante. Puisqu'on en était à parler des profils, finalement la croissance des équipes c'est aussi un challenge à part entière, notamment en termes d'organisation, j'imagine. Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est essentiel. Pour passer de 20 à maintenant plus de 150 développeurs, nous avons regardé ce qui se faisait de mieux dans la communauté agile. Et voilà, ce qui s'est dégagé, c'est le framework LESS, qui veut dire Large Scale Scrum, et qui nous a guidés en fait dans notre design d'équipe, de sous-équipe. En fait, c'est comme une division cellulaire où on grandit avec des petites cellules et on garde cette logique d'unité en fait. Alors, aux futurs talents qui nous écoutent peut-être justement, est-ce qu'on peut donner comme ça quelques exemples de projets ou challenges techniques auxquels ils pourront prendre part, ou en tout cas pourront prendre part les futurs Eskeriens quand ils rejoindront vos équipes? Par exemple, dans mes équipes, on travaille sur l'intégration de technologies développées par Microsoft, donc, qui s'appelle Hyperscale, qui est en fait la base de données Postgre que l'on utilise, mais adaptée à notre cas d'utilisation, c'est-à-dire distribuée sur plusieurs nœuds. Donc pour être capable d'utiliser cette technologie, on a forcément besoin d'adapter notre produit qui ne sait pas en tirer bénéfice de base. Donc voilà, ça passe par améliorer, comme disait Jean-Jacques, par petits bouts notre produit pour être capable d'introduire cette technologie et puis progressivement d'aller vers une architecture simplifiée. Donc ça passe par des étapes un peu difficiles quand on est en état de transition, mais pour avoir au final une architecture plus simple à opérer et toujours avec une disponibilité améliorée et la capacité de gérer plus de clients, plus de documents et plus de nouveaux usages également. Kevin ? En challenge technique, on a aussi, quand on crée un nouvel environnement, ce dont on parle, c'est plusieurs dizaines de serveurs. Notre souhait, c'est de pouvoir popper un nouvel environnement, on va dire, du jour au lendemain. L'idéal, le Graal, ça serait ça. Donc clairement, là, il y a du travail encore là-dessus et on y travaille. Sachant qu'actuellement, créer un nouvel environnement, on est dans les 6 mois. Donc le chemin est long, mais intéressant. Alors un chemin long, intéressant, puisqu'on a commencé à parler de recrutement. Imaginons qu'un futur talent nous écoute et soit recruté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire derrière? Qu'est-ce qui va être mis en place pour lui garantir finalement son évolution professionnelle et sa montée en compétences au sein de vos services? Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les recrutements donc, se font par les équipes de développement, c'est-à-dire que chaque personne de l'équipe peut participer à l'entretien de recrutement, poser des questions aux candidats, puis participe à la validation et au recrutement d'un nouvel arrivant. Une fois arrivé dans l'équipe, donc ça passe par déjà une session de formation commune à tous les employés Esker. Et puis, à son arrivée dans l'équipe, les gens de l'équipe vont réfléchir et vont identifier les sujets, les tâches sur lesquelles une personne nouvellement arrivée peut monter en compétence et peut déjà commencer à progresser sur sa connaissance du produit. Cédric, garde le micro. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton job, toi, aujourd'hui ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que finalement, d'un mois sur l'autre, on n'est pas du tout dans la routine. On a toujours des nouveaux challenges, on a toujours des nouveaux projets. Donc, c'est vraiment le fait de travailler toujours sur des nouveaux sujets, mais dans un cadre connu, avec aussi des personnes avec lesquelles on travaille depuis longtemps, et puis avec l'arrivée de nouvelles personnes qui amènent également notre vision et qui permettent de confronter nos avis et de faire progresser globalement, aussi bien d'un point de vue organisationnel que technique. Kevin ? Je suis d'accord avec ça et je rajouterais la boucle de feedback courte, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on développe
Et l'impact que ça a pour nos clients, c'est très court. On fait une installation tous les 15 jours et ça, c'est très motivant de voir le fruit de notre travail aussi vite. Jean-Jacques, même question finalement. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton job ? C'est notre capacité à relever les challenges. Je rejoins Cédric et à s'adapter en fait à un monde qui change, toujours dans cette logique d'agilité, par petites touches. Et puis, je dirais aussi notre capacité à résoudre les problèmes de manière collective. C'est-à-dire que c'est pas un grand chef qui décide de tout. Il y a vraiment cette philosophie de plusieurs profils, des gens des opérations, qui parlent à des ingénieurs, qui parlent à des gens un peu plus fonctionnels. Et ensemble, en fait, on arrive à élaborer des scénarios qui répondent aux attentes de nos clients. Quels sont finalement, pour celles et ceux qui nous écoutent, les avantages que vous voudriez mettre en avant à rejoindre le groupe Esker ? Jean-Jacques, tu as le micro. Je dirais cette forte culture de l'agilité qu'on a embrassée, mais alors au pied de la lettre, mais en tout cas, elle donne des fruits incroyables. Et on s'améliore. Quand on s'est trompé, c'est pas grave. On va réessayer, on va continuer. Voilà. Donc ça, c'est un des avantages. Si vous voulez apprendre l'agilité, venez chez Esker. La dimension locale aussi, c'est-à-dire que c'est pas une R&D éclatée. On a quelques satellites liés à des acquisitions, mais le cœur de l'innovation se fait à Lyon, se fait sur place. Une culture de l'innovation locale, mais pour un rayonnement international. Et puis, quand même un petit volet qui me semble important, c'est la RSE, avec une forte participation des employés. Quand il s'agit de nettoyer les berges du Rhône ou quand il s'agit de consacrer une journée dans l'année à une association ou de financer des assos pour l'enseignement. Voilà. Il y a un fort ancrage local aussi, et je trouve que ça, c'est un peu une force d'Esker. Cédric, quels sont les avantages à rejoindre le groupe Esker pour toi ? On en a beaucoup parlé, mais ce qui ressort, c'est le travail en équipe finalement, en collaboration, que ce soit à l'intérieur d'équipes R&D ou même à travers d'autres équipes R&D. Donc c'est finalement le fait qu'on va partager, on va progresser, qu'on n'est pas seul à bosser sur un projet et qu'il y a des objectifs partagés. Voilà, c'est un projet d'équipe. Ce qu'a dit Jean-Jacques également, l'environnement international, voilà, le soleil ne se couche jamais sur Esker. Et puis, c'est la fun and serious, c'est-à-dire on est là pour travailler, etc. Mais on garde quand même un esprit fun au quotidien. Kevin, les avantages à rejoindre le groupe Esker ? Une entreprise en croissance sur laquelle quand on arrive, en fait, on peut faire évoluer les choses, porter des nouveautés, que ce soit dans le fonctionnement ou dans les outils. Et on le voit régulièrement avec ceux qui arrivent en R&D. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. De vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Merci de nous avoir suivis également. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, c'est pas bien compliqué. Rendez-vous sur le site internet esker.fr/carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Esker vous a présenté Inside Esker. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.